Bonjour. Bonjour. C'est super sympa d'être venu. Ravi. Ah, moi de même. Donc ce qu'on va faire, c'est un petit tour de famille déjà, que chacun se présente, ce que vous faites ou vous faisiez pour certains les cas, et vos entreprises. Et puis après, j'ai plein de questions. On commence au bas, tiens. Myriam. Donc Myriam, bonjour. Je reconnais quelques visages familiers. C'est agréable dans un environnement où l'écosystème aussi est différent. Donc je me passionne depuis plus d'une dizaine d'années maintenant sur les sujets de paiement et de fraude, toujours d'un point de vue commerce, généralement pure player. La Redoute, Mano Mano, Voyage SNCF, voilà, un peu dans tous les angles. International, marketplace, pure player, e-retail. Et donc je suis ravie de pouvoir amener ce point de vue aujourd'hui sur ce sujet d'innovation. Alors, cas particulier pour Myriam, vous remarquez, quand on t'a invité, tu étais la Redoute. Le temps que tu arrives, tu es en cours d'autre chose. On a juste mis un petit texte. Exactement. Bon. Mais bon, tu connais bien ce qui se passe dans... Voilà. À toi, Émilie. Bonjour à tous, donc moi je suis Émilie Tison, j'ai en charge les services financiers de la coopérative U et je suis DG de UEP qui est la banque interne des magasins U. Voilà, donc U c'est 4e enseigne de la grande distribution alimentaire, 30 milliards de chiffres et un peu plus de 1800 magasins, essentiellement en France, dans les DROM et à l'export, notamment en Afrique noire. Combien de points de vente? Un peu plus de 1800. Bonjour à tous, moi c'est Charlotte Pagot, je représente Mercatel. Donc Mercatel, pour ceux qui ne sont pas familiers, parce que U, pas besoin de trop se présenter, tout le monde connaît, et ex-La Redoute, bon. Également, mais Mercatel, c'est une organisation professionnelle qui va bientôt fêter ses 40 ans, qui a été créée sous l'impulsion de grands distributeurs pour trouver un lieu d'échange sur les innovations technologiques qui touchent le retail, donc essentiellement le B2C. Et donc, notre mission à nous, c'est de décrypter la réglementation, les innovations et toutes les solutions qui viennent répondre à des cas très concrets et opérationnels pour les entreprises. Donc, on a la lecture des différentes réglementations qui touchent le périmètre du paiement et de l'encaissement. Et notre travail, c'est de co-construire avec nos adhérents, qui sont à la fois des représentants de l'offre et de la demande. Bon, la demande, forcément, les commerçants, et l'offre, les partenaires techniques et financiers des commerçants, au premier rang desquels les banques, les réseaux de paiement, mais aussi des fintechs, des constructeurs industriels et fournisseurs de solutions logicielles. Donc l'objectif, c'est de co-construire enfin peut-être pas des solutions, mais d'accompagner la transition vers des modes de paiement plus digitaux, plus innovants, moins chers, surtout, c'est très important pour nous, et de travailler en co-construction, puisque nous, on n'a pas vocation à taper sur les fournisseurs, mais plutôt de les faire travailler avec nous, toujours au bénéfice des commerçants. Donc voilà la raison de Mercatel, et nous sommes 130 adhérents aujourd'hui, répartis à équité entre 50% de représentants de l'offre et donc 50% de représentants de la demande. Et merci pour l'invitation à témoigner ce matin. On a toujours beaucoup travaillé avec Mercatel depuis longtemps, parce qu'on avait un gros point commun à l'Axel, il y avait le L, puisque EL à la fin, puisque nous, jusqu'à 2014, il fallait un Minitel pour être à l'Axel. Puis on a nettoyé nos statuts à un moment. Mais non, blague à part, c'est vrai que très régulièrement, on s'invite dans nos événements, parce qu'il y a des choses croisées, et c'est très intéressant de partager les points de vue. Alors quand même, avec tout ce qu'on a entendu ce matin, beaucoup côté offre, tu viens d'évoquer un point, on va commencer par celui-là, le coût. Tu dis toujours à moindre coût. Donc, comme ce matin, on parlait beaucoup plutôt d'autres sujets, de souveraineté, d'efficience, etc. Est-ce que c'est toujours le coût, le facteur numéro 1, finalement, pour les grands retailers, grands marchands avec lesquels tu travailles, ou même plus petits? Ou est-ce que, par hasard, les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, comme souveraineté, peuvent éventuellement passer devant, par exemple, parmi d'autres? En fait, tout est important. Et le sujet de coût en particulier, parce que les entreprises que je représente, mis à part le luxe, ont des très faibles marges. Donc en fait, comme le paysage des paiements a fortement évolué depuis 5 ans, enfin, ça a déjà été dit ce matin, je ne le rappellerai pas, mais depuis 2020, il y a eu une très forte augmentation des paiements digitaux. Donc il y a eu l'accompagnement des SP2 qui a fait fortement se développer le e-commerce, puisqu'en fait, pendant le Covid, les magasins étaient fermés, donc l'activité économique s'est déportée sur le online. Et en conséquence de ça, les paiements cartes ont augmenté. Et donc, mécaniquement, les coûts également. Et puis, comme si ce n'était pas assez, des établissements émetteurs, néobanques ou banques de place, ont shunté ces baies de leur support. Et pour les commerçants, ça se traduit concrètement par des augmentations significatives de coûts.
Et il faut aussi intégrer la dimension des cartes corporate, donc les cartes commerciales qui, elles, ne sont pas régulées, contrairement aux autres débits et crédits. Et ces cartes commerciales, elles progressent aussi, parce que des néobanques les mettent dans les mains des porteurs, et ces cartes-là, elles font mal en fonction des secteurs d'activité. Donc, globalement, on peut rappeler les cartes d'interchange, par exemple, rapidement. Une carte commerciale CB, c'est 0,9, et une carte commerciale avec un ICS, ça peut aller de 1,5 à 1,9. À comparer à une carte retail qui est dans les 0,2. 0,2 pour les cartes de débit et 0,3 pour les cartes de crédit. Voilà. C'est aussi avec ça, c'est pas pour rien qu'on voit beaucoup de fintech sur la partie commerciale. Ça permet de payer de leur côté des offres innovantes avec cette marge. Et pour aller dans ton sens, donc au-delà des moyens de paiement qui existaient déjà, l'innovation s'est faite dans un sens quand même global jusqu'à maintenant, pour nous en tout cas commerçants, d'une inflation des coûts aussi. On a vu un essor du buy now pay later qui s'est installé comme c'est plus cher. On a vu sur certains marchés PayPal prendre encore certaines parts de marché, c'est plus cher. Donc l'innovation ou la montée de moyens de paiement alternatifs qui pouvaient être préexistants, c'est fait aussi sur une inflation des coûts. Je dirais qu'en tant que marchand, c'est jamais, et tu l'as dit, tout est important, c'est jamais juste une question de coût. C'est souvent, c'est un fameux triptyque du business, de la conversion, le coût et le risque. Et après, effectivement, là où c'est très intéressant, c'est que on a redécouvert tout ça marche forcé pour ceux parmi nous qui l'avaient oublié, que la géopolitique, ça existait aussi. Et je pense dans les enjeux de souveraineté, c'est pas des choses que je vois très en haut de l'agenda pour l'instant chez beaucoup de marchands, mais ça fait son chemin. Et je pense que c'est totalement nécessaire, d'autant que ça soutient aussi des projets qui devraient avoir un impact de coût qu'on espère positif. Donc les choses se rejoignent. Surtout que, juste pour vous donner un petit panorama des usages, la carte environ, dans le chiffre d'affaires des commerçants, c'est à peu près 80%. Enfin, c'est entre 75 et 80% du chiffre d'affaires. Les espèces ont fortement baissé. Quant au chèque, j'en parle pas, ça reste presque epsilonesque pour certains secteurs d'activité, et d'autres ne peuvent pas s'en passer. Enfin, je rappelle qu'avant d'intégrer une innovation dans le retail, il faut quand même s'assurer que le moyen de paiement qui va venir le remplacer réponde aux cas d'usage qui font qu'aujourd'hui, en fait, le chèque existe toujours. Enfin, personne n'est naïf. Le chèque, il est utilisé par des populations qui sont fragiles, qui sont contraintes au niveau du budget, et qui sont aussi parfois pas très digitatives. Donc ce sont des personnes âgées. Donc leur dire demain, super, je te vire le chèque, qu'est-ce que tu leur proposes ? Parce que nous, on répond aux besoins des clients. Et c'est d'ailleurs pour ça que le chèque reste encore dans l'activité, notamment chez les retailers alimentaires, parce qu'on ne peut pas s'en passer. Avec de plus en plus de restrictions liées à la fraude. On voit un nombre de panneaux, ne prends pas le chèque si tu n'as pas 12 pièces d'identité, l'âge de ta grand-mère, il y en a quand même quelques-uns. Donc le chèque, c'est 5% à peu près, enfin, c'est entre 3 et 5%, on va dire, grosso modo, et les espèces, ça doit être aux alentours de 15, quand il y a 5 ans, c'était au-delà de 20, donc une forte baisse des paiements en espèces, mais pour autant, ce matin, ça a été abordé, mais il faut répondre au sujet de résilience, donc si demain, il y avait un crack... les espèces et le chèque, malgré tout, peuvent répondre en mode dégradé à il n'est plus là, mais Philippe à des difficultés. Philippe nous disait quand même qu'en dégradé, en offline, on sait faire des choses. Bien sûr. Ah, pardon, Émilie, parce que il y a eu plein de réactions. La même question, finalement. La réaction à ce que mesdames viennent de dire. Charlotte a forcément évoqué pas mal de sujets. Les coûts, aujourd'hui, dans la grande distribution alimentaire, les marges sont faibles, les coûts sont importants. On voit quand même une inflation globale des coûts. On voit aussi qu'il y a plein de nouveaux moyens de paiement qui émergent, et des fois on le constate après coup lorsque ça passe dans nos magasins. Aujourd'hui, juste pour vous donner un ordre d'idée, en magasin, nous, on doit les former sur l'acceptation de plus de 100 moyens de paiement différents, puisqu'on parle de tous les moyens de paiement numériques, mais tous les papiers existent encore. Et donc le chèque, mais nous, c'est quand même 4 milliards de chiffres, le chèque encore. Donc ça reste quand même un moyen de paiement existant et prégnant aujourd'hui.
avec un taux de fraude qui augmente. Donc on a pas mal de problématiques et globalement, la chaîne de valeur, plein d'acteurs émergent et tout le monde veut capter la valeur, a vu que le paiement, il y avait quand même de la valeur sur toute la chaîne. Et ça, c'est notre plus gros sujet aujourd'hui, c'est que sous couvert de l'innovation, on met en place plein de moyens de paiement où l'innovation réellement en magasin, où on veut quand même garder la main sur l'animation client, sur les parcours clients qu'on choisit dans nos magasins en fonction de plusieurs critères stratégiques pour nous. C'est important qu'on garde la main et certains acteurs viennent interférer dans ces sujets-là. Il y a des fois où tu n'as pas le choix, j'en conviens, quand par exemple tu as une carte qui est sur un des réseaux que tu acceptes, tu acceptes la nouvelle carte, mais il y a des fois où tu as le choix. Les 100, tu n'es pas obligé de les accepter, c'est toi qui décides. Les 100 moyens de paiement dont tu parles, tu n'es pas obligé de les accepter. À un moment, s'ils t'embêtent vraiment, le commerce, c'est répondre quand même aux attentes et aux besoins des clients. Et aujourd'hui, culturellement, en France, le moyen de paiement est globalement perçu comme, pour le client final, comme un moyen de paiement gratuit, comme accepté globalement à peu près partout. Et si on ne les accepte pas chez nous, ils iront à la concurrence. Donc tu te sens un petit peu forcé, dans beaucoup de cas. Aujourd'hui, par exemple, pour donner l'exemple que Charlotte citait sur les cartes commerciales, c'est essentiellement utilisé en station-service. En station-service, les marges sont proches de zéro. Oui, c'est un produit d'appel. Avec un taux de commission qui va jusqu'à 1,90%. Donc, en gros, c'est vente à perte et c'est même illégal en France. Et donc, on nous dit, mais pourquoi vous continuez à les accepter ? Les cartes commerciales qui ne sont pas CB, qui sont Visa ou Mastercard Only. Mais en fait, je pense que le débat, il n'est pas au niveau commerçant. C'est en amont de pourquoi, à un moment, toutes les banques en France émettent des cartes commerciales, parce que tout, c'est un peu la tendance actuelle, et enlèvent le logo CB, et parce que ce n'est pas régulé et qu'ils peuvent pratiquer le taux de commission qu'ils souhaitent. Bon, tu as dû être rassuré tout à l'heure. Oui. Moi, dans les chiffres, je ne vois pas aujourd'hui quelque chose qui me rassure. Mais... D'accord, au contraire, il y a une tendance, en tout cas ces dernières années, une tendance qui vous a augmenté. On a tous vu une inflation des coûts cartes, soit liés au mix ou à certains éléments de frais en tant que tel. Alors, pardon, une question de curiosité, c'est pas du tout l'objet du débat, mais on parle toujours de l'augmentation des coûts, mais en même temps, quand on a réduit le cash, c'est quand même pas gratuit à gérer. Enfin, il y a des chaînes, il y a du risque, il y a du vol, je sais pas. Oui, j'imagine que le cash existe toujours. Vous avez gagné un petit... Oui, mais il y en a moins qu'avant si tu perds 5% de cash. Mais les transporteurs de fonds doivent passer quand même. Ouais. Qui en est moins ou en fait Donc toi, tant qu'il y en aura, en fait, t'as pas réduit vraiment tes coûts. C'est ça. Et on augmente parce qu'il y a toujours plus de moyens de paiement à traiter. Et les matériels de back-office sont toujours là. Donc, de toute façon, tant que le cash n'a pas totalement disparu, les coûts existent toujours. Et puis, et en fait, il n'y a pas une diminution proportionnelle. Non, mais de toute façon, et pour ceux qui ont déjà eu la curiosité d'aller travailler dans le retail, allez-y un jour si vous n'avez rien à faire. Franchement, passez un jour en back-office, allez voir ce que c'est que la gestion des titres, allez voir ce que c'est que la gestion du cash, allez voir ce que c'est que la gestion des titres prépayés. Je veux dire, c'est un enfer. Donc, tant que ça, on ne s'en sera pas débarrassé, le coût existera toujours. Donc, et alors, justement, au milieu de tout ça, et en particulier, je reviens par exemple sur toi, Émilie, mais ton ex-entreprise, on aurait pu dire la même chose. Le sujet de souveraineté a souvent été utilisé dans la communication de vos enseignes. Pour plein de bonnes raisons. Parfois, c'était de l'habillage, parfois, il y a des vraies raisons. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que ça devient un sujet sur le paiement, des fois, vous vous dites, tiens, on va le faire, même je regarde moins le coût, mais là, je regarde vraiment ce sujet de souveraineté. Ou coup de bol, ça tombe bien, c'est aussi moins cher. Mais... en toute honnêteté, le premier sujet, c'était le coût. Puisque l'émergence de Visa et Mastercard et la perte de marché de CB a eu un impact direct sur le PNL de le compte de résultat de nos magasins. Derrière est venu le sujet de la souveraineté assez prégnant et Dominique Schelcher, le PDG de U, s'est positionné aussi sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'interventions et de communication pour sensibiliser l'opinion publique sur le risque demain de disparition d'un CB ou de pouvoir plébisciter les initiatives européennes comme Wiro et de l'intérêt global de souveraineté qu'on a, nous, à l'échelle de commerçants, mais globalement pour tous les citoyens.
Ouais. Pour abonder dans ton sens, il y a un sujet aussi qui revient maintenant, parce qu'on en a vraiment pris conscience et la place en a pris conscience aussi, c'est la résilience. Et si les commerçants que je représente, mais ils sont à côté de moi aussi, insistent pour la réintégration du co-badging, c'est aussi parce que quand il y a des interruptions de service d'un réseau de paiement, qu'on puisse avoir un backup quand même. Les interruptions de service des réseaux existent. Il y en a tous les jours ou presque. Donc, si jamais une carte non co-badgée ne peut pas être utilisée, eh ben, pas de bras, pas de chocolat, il n'y a pas de transaction. Pour le commerçant, c'est une perte de chiffre d'affaires. Donc, la réintégration du co-badging, elle répond aux besoins forcément puisque je les représente, d'optimisation de coûts, donc ce sera toujours moins cher. 2, pour des sujets de souveraineté, et 3, pour des sujets de résilience. Donc, nous, on est quand même très au fait de tout ça. Et c'est très important que le co-badging soit réintégré, y compris sur des cartes de néobanques qui progressent très fortement. Ce matin, on a parlé d'une en particulier. Qui arrive fortement. Ah ouais, celle-là, elle représente 5 millions. C'est 5 millions d'unités en France, bien plus en Europe. Et derrière tout ça, alors je ne sais pas, peut-être qu'Émilie et Myriam en parleront, mais se pose la question des litiges commerciaux qui n'existent pas sur le réseau carte bancaire. Donc, si vous n'êtes pas familier du truc, les litiges commerciaux, c'est la capacité donnée à un porteur de contester une opération, modulo la transmission d'informations pour permettre après aux commerçants de dire « ouais, t'as raison » ou « non, t'as tort ». Mais comme ces cartes-là, elles sont, pour nous, très permissives en la matière, c'est une très grosse préoccupation. Enfin, le commerçant, bien souvent, perd les litiges. Et non seulement il perd le litige, mais il perd le produit. Et il perd aussi un peu d'argent. Donc, franchement, c'est pas. Les commerçants sont souvent pointés du doigt parce que ça va jamais, ils râlent tout le temps, c'est toujours trop cher, etc. Mais franchement, il faut arrêter. Il y a des pratiques qui devraient même pas exister. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, nous... c'est une peur ou c'est une réalité sur c'est les une sujets de réalité. litiges commerciaux non, sur c'est les pas... cartes non co-badgées? Non, c'est pas une peur, c'est une réalité. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose, madame, sur ce point? Donc on a parlé du coût, on a parlé de la résilience pour CB, et notamment sur des marchands plus loris sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, la performance était meilleure aussi. Le dispositif les dispositifs d'exemption et juste la chaîne d'autorisation, j'obtenais une performance significativement meilleure en passant sur un rail carte bancaire que Visa ou Mastercard. C'est pas le cas pour toutes les verticales, c'est pas systématique, mais c'est intéressant à noter tout. C'est pas juste un sujet low cost, et ça peut être aussi un sujet de business et de performance. Je reviens à un point, tu évoquais, donc il y a 100 moyens de paiement auxquels il faut former les gens. Donc là, on parle de la formation des personnels. Mais les clients ne sont pas toujours bien formés à leurs outils eux-mêmes qu'ils utilisent. On le voit, en plus, c'est pas simple. Je vous parlais de mon cas tout à l'heure avec ma carte NFC qui ne marche pas. En point de vente, est-ce que tu as l'impression que, comme souvent, c'est le marchand qui prend quand ça ne marche pas? Ma carte, elle ne passe pas. C'est à la caisse que, encore, la pauvre caissière, la personne essentielle, va-t-on dire? C'est ça. En fait, aujourd'hui, le seul visage qu'un client voit en magasin, c'est l'hôte ou l'hôtesse de caisse. Et du coup, toute méconvenue, quelle qu'elle soit, c'est l'hôtesse de caisse qui prend. Donc, aujourd'hui, en magasin physique, en e-commerce, il y a la réclamation client, mais par écrit, bon, c'est plus virulent, mais c'est moins direct. Donc c'est un vrai sujet, puisqu'on a aussi des hôtesses de caisse qui ont plusieurs années d'ancienneté, mais d'autres qui vont être saisonniers, des étudiants. Et aujourd'hui, on se fait beaucoup plaisir en complexifiant énormément des choses. Je pense que s'il y a des gens qui sont non experts du paiement et qui assistent à cette table ronde, il y a un mot sur deux qu'ils appréhenderaient pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit désacraliser un peu le paiement et culturellement évoluer pour que le client se rende compte de qu'est-ce qu'on lui met dans les mains et qu'est-ce que ça veut dire derrière, et que le paiement, à un moment donné, dans la chaîne de valeur, rien n'est gratuit et il y a bien quelque chose qui paye. Et ça va au final se répercuter dans les prix. Donc quand on dit pourquoi le coût, et on râle tout le temps, c'est trop cher, mais au final... vente un produit à perte, économiquement, personne ne peut le faire. Donc ça va se répercuter dans les prix et donc dans le client final.
Et c'est pour ça quelque chose d'un peu troublant sur le sujet de la souveraineté. Donc on s'interroge là sur la souveraineté de la part des marchands, mais le sujet de la souveraineté des paiements ne nous semble pas réellement pris d'un point de vue ne serait-ce que politique et encore moins au niveau de banque centrale. Sur les usages commerciaux, je parle. C'est typiquement le fait de soutenir CB, qu'on voit les évolutions réglementaires, par exemple la réglementation du choix de la marque. Oui, quand on sort, on doit choisir, il y a plein de gens qui ne savent pas pourquoi. Quel était l'avantage pour le client? Je pense que tout le monde a échoué à démontrer quel pouvait être l'avantage pour le client. En revanche, tout le monde a très bien compris que d'un côté, il y avait effectivement des structures avec des fonds considérables et une marque extrêmement bien établie, et c'est tout à leur honneur. Et de l'autre côté, une marque qui était inconnue et qui était identifiée par les gens comme un nom commun. Donc, quand on donne le choix aux gens, indépendamment, ils ne savent pas ce que ça leur apporte. Donc, ne serait-ce que ces réglementations passées, et même sur un aspect volontariste, donc je suis absolument épatée par la manière dont l'équipe Wiro a réussi à faire décoller son projet. Ce qu'ils ont réussi à faire est déjà, à titre individuel, professionnel, un succès en soi. Néanmoins, ils sont face à un niveau de complexité de gestion d'acteurs multiples, et on aurait pu s'imaginer un autre contexte, sans parler de l'exemple, on n'est pas l'Inde, on n'est pas le Brésil à un niveau européen, mais on a vu l'Inde lancer leur système relativement souplement et très efficacement. On applique au Brésil, je crois qu'UPI en Inde, c'est 70% des échanges e-commerce. Si on était sur mon type d'activité, c'est absolument considérable. Comme tu l'as dit, on n'est vraiment pas dans ces zones. On n'est pas dans ces zones, on n'a pas la même gouvernance. Les modalités de gouvernance sont quand même pas les mêmes. Exactement, mais voilà, ça serait bien on se parle de souveraineté, et je pense qu'effectivement chacun sur le marché, soit et en termes d'éducation client et de gouvernance dans nos entreprises, auront des responsabilités à prendre. Néanmoins, ça serait bien que ça se reflète aussi davantage à un échelon politique, où aujourd'hui, moi, j'ai encore du mal à voir sur des initiatives existantes, carte bancaire, Wiro, un soutien suffisamment clair et qui rende quand même ces initiatives justement de souveraineté qui existent, qui est compliqué à mener. Pour plein de raisons. Un peu de psychanalyse, le politique français depuis Bérégovoy en tout cas n'aime pas trop le paiement. Après c'était intéressant, Christine Lagarde, bon c'est BCE, c'est un autre, BCE n'est-ce pas, oui, un autre échelon. Elle a pris la parole récemment en évoquant le sujet. Est-ce que ça va dans le bon sens? J'espère que oui. En tout cas, on n'attend pas que l'euro digital résolve tout, et donc il y a d'autres projets et ça serait intéressant qu'il soit davantage soutenu. Alors pour évoluer sur d'autres questions, la première, tu viens de citer Wiro. Il y a quelques années, quand on discutait dans ces tables rondes, on me disait « Oh non, encore un moyen de paiement, c'est bon, j'en ai déjà 100, tu veux un 101e ». Bon, vous êtes déjà en train de le mettre, là c'est dans les roadmaps ou c'est la discussion parce que c'est un 101e? Vous pouvez tous répondre. Alors, nous, on y voit une opportunité. Aujourd'hui, on a une dépendance forte à la carte. Charlotte le disait, on a 80% de notre chiffre d'affaires qui se fait en carte. Et ça nous inquiète. Ça nous inquiète par la prise de marché de Visa Mastercard, par le fait qu'à un moment, on peut perdre le match et que ça devienne juste très compliqué d'être dépendant à ce point-là d'un moyen de paiement. Et du coup, Wiro, on le voit comme une opportunité à plusieurs titres. Et donc, on veut y aller. On est assez clair sur le sujet. Plutôt sur le paiement de proximité que sur le e-commerce, parce que le e-commerce, on a des usages et des parcours très spécifiques en alimentaire. Mais en tout cas, tout repose maintenant sur le parcours client, puisque la référence quand même de tout à chacun sur le wallet, c'est Apple Pay. Et qu'il faut être aussi fluide en parcours qu'un Apple Pay. Sur le principe, oui, pour nombreuses raisons. Tu nous as interrogé plusieurs fois sur la souveraineté. On espère aussi qu'en termes de modèle économique, ce soit un impact positif en termes de coûts. Ensuite, je considère ça relativement plus disruptif que d'autres innovations récentes. Si on se replace sur le passé d'un point de vue de ce qu'on peut utiliser en tant que e-commerçant, offrir à nos clients, c'est très souvent des couches servicielles autour de la carte. Là, on se dit, OK, on passe par d'autres rails, on prend vraiment le train de l'instant payment. Donc, il y a un sous-jacent en lui-même qui est différent. Pousser dans le sens de l'instant payment et l'open banking, pour moi, c'est une tendance forte à continuer à encourager et à soutenir. Et
Après, c'est, je pense, le point d'inquiétude qui se recoupe et qui rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est, étant donné la complexité de relations bancaires à gérer, c'est voilà, quelle sera l'expérience client. Quelle sera l'expérience client? La chance, c'est que Wero se conçoit comme un wallet et que donc on espère que ce sera une expérience wallet Wero et qu'il y aura le moins possible d'expériences spécifiques à telle ou telle banque, que c'est vraiment une expérience wallet performante aux meilleurs standards du marché. Mais voilà, c'est une équipe remarquable qui a, pour arriver à ce point-là, des défis Donc vraiment là, tu importants à surmonter. Donc tu demandes une expérience intégrée, toutes les banques pas toujours copines. Toi, tu nous dis qu'il faut avoir le niveau d'Apple Pay. Ludovic, j'espère que tu as des sous. Et moi, je vais venir en soutien d'Émilie et de Myriam pour dire que c'est Wero, pour nous, c'est l'opportunité rêvée donnée aux commerçants de se réinventer, de réinventer le paiement, de réinventer des parcours aussi, puisque si on se nivelle sur Apple Pay, on va avoir beaucoup de difficultés, puisqu'en fait, leur app, elle est juste canon et c'est compliqué de faire mieux. Mais en tout cas, il faut que les commerçants reprennent la main sur le paiement et Wero devrait pouvoir nous aider avec ça. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que Ludovic est là, mais qu'ils ont souhaité aussi un peu s'ouvrir au monde de la demande, parce que sans nous, enfin représentants du commerce en tout cas, il ne pourra pas se passer grand-chose et il n'est pas question de laisser les banques à la manœuvre pour définir ce que doit être un parcours, parce que le parcours, c'est quand même censé être les commerçants qui les connaissent le mieux. Donc nous, on est ravis de participer à Wero, qui est un adhérent de Mercatel par ailleurs. On est ravis de contribuer, de vous aider pour faire en sorte que ça puisse avoir une réalité, puisque les commerçants vous demandent à différents niveaux, mais en tout cas, il y a une vraie appétence. On regarde, on fait même plus que regarder, parce qu'il y a certains commerçants qui se manifestent pour être pilotes. Donc, c'est vraiment un cas concret. Donc, le P2P est passé, le e-commerce va arriver. La proximité, ce sera un gros sujet, parce que là, pour le coup, en termes d'UX, on va considérablement changer la donne. Parce que, bon, je ne trahis pas de secret, je ne sais pas si tu l'as... Non, je ne pense pas que tu l'aies abordé, mais les aspects de QR code et de NFC, on n'est pas très au clair, mais même le commerce a un avis quand même sur la question. Parce qu'on veut garder la main sur ce qu'on accepte, quoi. Le NFC, aujourd'hui, je vais le dire, est peut-être trop permissif. Aujourd'hui, tu peux accepter une montre, un bracelet, une carte, un mobile. Le wallet Wero, nous, on veut pouvoir l'intégrer, alors peut-être dans un système de caisse, mais en tout cas, on veut pouvoir garder la maîtrise de ce qu'on accepte, c'est très important. Donc on apporte notre soutien plein et entier à l'initiative. On encourage les banques à faire encore plus, sans doute, avec nous. Et à côté de Wero, il y a toutes les initiatives sur base d'initiation de paiement qu'il faut regarder aussi, puisque elles sont disruptives, elles existent, elles fonctionnent, plus ou moins bien en fonction des banques, mais en tout cas, elles ont une réalité et elles répondent à un besoin clair des marchands qui veulent innover, offrir des nouvelles expériences et aussi avec un regard sur les coûts d'acceptation. Oui, parce que là, j'allais te dire, c'est surtout sur les coûts. En fait, si l'initiation de paiement peut venir cannibaliser la partie carte commerciale, oui, on va regarder ça avec grande attention, en effet. Ouais. Ouais. Tu vas y réagir. Alors, un des grands enjeux et aussi défis de Wero, c'est de faire adopter un nouveau moyen de paiement. Aujourd'hui, quand même, la carte est ancrée massivement. Avec le sans contact, on a quand même fluidifié ce sujet-là. Donc, il y a quand même un beau défi, parce que sans adoption, il ne se passera pas grand-chose. Donc, nous, il faut que ça réponde aux attentes de nos clients, avant tout, et pas aux velléités de faire quelque chose de différent. Et voilà, donc les banques, même les commerçants et tous les intermédiaires des solutions, il faut quand même garder en ligne de mire qu'il faut répondre aux attentes des clients, et d'abord et avant tout ça. Sachant qu'un client ne demande jamais rien. Enfin, moi j'ai le souvenir, c'est un sujet qui nous a réunis il y a plusieurs années, c'était le paiement sans contact. Paiement sans contact, quand on a regardé le sujet, on nous a dit non, mais touchez pas, personne n'utilisera, ça ne marchera jamais, vous verrez. Parce que les gens vont avoir peur, s'ils perdent leur carte, ils vont se faire dépouiller, etc. Donc il n'y avait pas de demande. Sauf qu'aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, on est à 8 milliards de transactions par an, quoi. Donc les clients ne demandent rien. Non, mais il y a eu, avant le Covid, quand même, il y a eu une vague d'adoption. On a bien augmenté, quand même. Bien aidé aussi par le relèvement à 50 €, mais partons du principe que le client ne demande rien. Donc soyons aussi suffisamment inventifs pour lui proposer des expériences sympas, omnicanales,
avec des services à valeur ajoutée. Et surtout co-construite par l'offre et la demande. Et ça, ce sera magique parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra répondre aux attentes. Alors, juste un petit mot pour orienter peut-être vos réponses. Nous avons dans la salle, certes, des banquiers, mais aussi des fintechs, des porteurs de projets, des investisseurs qui se demandent où ils mettent leurs sous s'ils ont bien choisi leur projet. Hein, c'est pour vos questions d'après, à vous trois. Peut-être c'est intéressant aussi qu'en tant que marchand, vous pouvez dire, bah, tiens, puisque vous réfléchissez à des solutions, voilà moi les 3-4 trucs que j'aimerais bien voir venir. Moi, par exemple, je sais pas, tout à l'heure, on discutait du fait que l'hôte ou le test de caisse est toujours celui qui finalement se mange le problème. J'imagine qu'une solution de paiement avec le petit bouton Help où vous pouvez dire, bah regarde, appuie sur ton bouton, c'est pas moi qui réponds. Ça vous plairait peut-être que ce soit pas l'hôtesse qui soit chargé de faire le service après-vente de la solution XYZ. Je sais pas, c'est un truc comme ça, mais peut-être vous avez d'autres rêves. Les vendeurs de rêves sont là, vous pouvez leur demander vos rêves. Allez-y. Donc sur la fraude, on a eu alors le travail n'est jamais terminé, mais quand même un relatif assainissement du marché sur les transactions non autorisées cartes avec le SIE, et après voilà, un criminel ou quelqu'un qui va abuser, il fait son argent autrement. Donc on a vu un déport massif sur les sujets sur des pratiques de policy abuse, notamment sur le sujet donc de refund et de remboursement. L'année dernière, quand j'ai fait un appel d'offres, j'étais en termes de pertes, globalement sur des marchands qui ne sont pas alors sur les verticales les plus high risk, mais maintenant quand on va chercher un business case, qu'on quantifie précisément la perte, moi ce que j'ai observé, et certains ont des hypothèses plus agressives, mais vraiment constatées dans les faits, c'est un rapport de 1 à 5. Et sur du policy abuse représentant une perte 5 fois plus importante, sur la plupart des solutions permettent de lutter bien contre les transactions non autorisées. Donc on a fait cet appel d'offres, et voilà, c'était assez surprenant de voir qu'y compris sur des gros acteurs du marché, il y avait des produits qui étaient des fois inexistants, alors que même type de données à exploiter, pas l'exhaustivité, les données en plus, mais grande part de données en commun, même type de technologie, intégration dans des parcours au moins déjà faites en amont dans les check-out, donc un peu surprenant. Donc soit pas de solution, soit des solutions qui étaient très peu avancées et qui reposaient, comme les solutions de fraude au paiement il y a des années, sur des règles sur des moteurs de règles binaires, et pour ceux qui avaient déjà pris le train en marche, des produits, et c'est tout à leur honneur parce que ils l'ont lancé, mais des produits qui étaient encore naissants. Et on était loin de se dire qu'on était en train de pleinement leverager l'IA pour avoir un scoring ultra performant. On était loin de se dire que ça s'intégrait hyper bien au parcours après-vente des différents clients. Donc ce sujet policy abuse. Le marché a continué de progresser sur l'année qui vient de passer, mais pour moi, il y a encore quelque chose à faire pour devenir aussi performant que ce qu'on a réussi à faire sur la partie paiement. Et toujours sur le sujet fraude, quelque chose qui m'interroge, je trouve intéressant comme question, c'est on a comme deux verticales parallèles. On a le monde de la cybersécurité et le monde de la fraude. Alors il y a peut-être un sujet de gouvernance d'avoir une vision 360, parce que à la fin, bien sûr, les rôles ne sont pas les mêmes, mais en termes de finalité et d'usage, on se parle d'un même écosystème. Donc est-ce que c'est juste un sujet de gouvernance, ou en termes de solutions, il y a davantage de mutualisation possible entre des acteurs qui fournissent des solutions cyber et des solutions fraude sur quelque chose de plus intégré, une vision plus 360? J'ai pas de réponse, mais en tout cas, ça m'intéresserait que ça. Quelque chose que tu regarderais évolue de près, quoi. En tout cas, j'ai même peut-être envie de regarder moi aussi, sait-on jamais. Émilie, même question. Aujourd'hui, l'attente sur les moyens de paiement, c'est de la simplification. Que ça s'intègre déjà dans... parce qu'on entend plein de wallets qui fleurissent, mais idéalement, enfin, nous, on a tous... une feed et donc un support de feed, donc que ce soit couplé et que ça s'intègre pleinement dans nos parcours d'animation client, et que le paiement, on puisse répondre aux attentes. Alors, les clients n'ont certes jamais d'attentes exprimées, pour autant ils en ont des attentes, et nous, l'objectif, c'est de s'adapter à tous les différents besoins des clients. Et en fonction de la typologie, les besoins ne sont pas les mêmes. On va avoir des clients qui vont vouloir passer en caisse classique, et de se dire qu'on va tout enlever les hôtesses de caisse et passer en full parcours autonome. Ça ne va pas correspondre du tout aux attentes de certains de nos clients. Nous, c'est plutôt d'être dans la pluralité de moyens de parcours, de la pluralité de paiement, avec des parcours où le paiement est totalement gommé,
et des parcours où on peut s'attarder à la ligne de caisse et avoir un visage humain en face de soi. Mais d'ailleurs, je m'arrête sur ce point-là une seconde. Avec l'Axel, on avait fait un partenariat avec l'échangeur au début des années 2000. On avait visité à l'époque rue des Archives des trucs super sympas pour la distribution, où tu passais en caisse automatique et tu sortais. On est en 2025. Tous les dimanches, je vais chez une enseigne que je nommerai pas, et où le truc de caisse automatique, c'est plus long que n'importe quelle hôtesse de caisse, tellement ça bug une fois sur deux à l'étape de paiement, et avec un pauvre gars de la sécurité qui ne sait pas comment te régler ton problème. Et c'est dans tous les magasins, parce que je suis sûr que chez toi, tu as le même problème. Qu'est-ce qui manque? C'est quoi? C'est la technique qui est toujours pas au point? Personne n'a vraiment envie de le faire? On est 25 ans plus tard après les POC, quoi. Ouais. Aujourd'hui, alors on s'améliore, mais il y a encore, on est freiné par la technique. On est sur des logiciels d'encaissement assez vieillissants, et changer un logiciel d'encaissement, c'est pas une partie de plaisir. Je le dis en toute connaissance de cause. On est en train de changer tout le fond de magasin. C'est un vrai projet. Là, c'est pas forcément le paiement, mais c'est toute la chaîne d'intégration avec le front. Donc, il y a toute la chaîne, mais le paiement, c'est la finalité d'un parcours d'encaissement. Et donc, en caisse libre-service, là où il y a une hôtesse de caisse qui a des années d'expérience et qui, c'est son quotidien, un client, c'est pas son quotidien. Et donc, on essaie de fluidifier au maximum son parcours. Pour autant, ça reste un humain avec des choses simples pour lui et des choses moins simples. Et il se dit, ça va aller plus vite, mais il y a... des produits où font lever le badge de sécurité, d'autres où c'est pas le bon prix. Enfin, il peut y avoir plein de choses que gère l'hôte et l'hôtesse de caisse qu'on voit pas forcément directement, qui sont à gérer par le client. C'est ça qui rend le parcours moins fluide. Mais il y a des solutions. L'IA, tous les logiciels de lutte contre la faute là, qui commencent à émerger sont des solutions aussi pour fluidifier et accompagner le client et l'aider dans tous ces parcours-là. Donc l'innovation, aujourd'hui, technologiquement, c'est pas encore à la pointe, mais ça va très très vite, et je pense que raisonnablement, dans 1 à 2 ans, on sera sur des parcours qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui en magasin. C'est intéressant, tu as parlé de la fraude, des solutions de fraude pour fluidifier, parce qu'effectivement, c'est pas juste à propos de prévenir de la perte, c'est savoir identifier et accompagner les clients légitimes aussi pour qu'eux aient l'expérience la plus fluide possible. C'est ça. Ouais. Tu voulais réagir, Charles? Sur l'IA, il y a des initiatives en cours sur les caisses automatiques qui sont plutôt vertueuses et pour lesquelles il n'y a pas de réticence client, puisque généralement quand on parle d'IA, de vidéosurveillance, les clients se disent « Ah mais je suis fliqué ». En fait, la caméra, elle ne regarde pas le visage, elle regarde juste le comportement. Est-ce que le client ne met pas quelque chose dans sa poche? Est-ce qu'il n'essaye pas de faire passer un produit sans l'avoir scanné, etc. Et c'est plutôt intuitif, c'est pas du tout méchant dans l'approche. Au contraire, c'est la caméra reliée au système de caisse qui dit « Au fait, vous n'auriez pas oublié de scanner un produit ?» Point d'interrogation, c'est pas du tout, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous sauter dessus pour vous dire espèce de voleur. L'approche, elle n'est pas du tout celle-là. Bon, ça dépend, si tu dis dans ta poche gauche, ça commence à être intrusif, quoi. Donc le système reconnaît qu'il y a eu alors après c'est pas volontaire, hein, le client, il y a pas tous les clients ne sont pas des voleurs, fort heureusement, mais dans le cas où c'est une démarche pas du tout volontaire, donc le système alerte l'hôte de caisse qui est censé superviser l'îlot et il vient voir le client en lui disant est-ce qu'il n'y a pas un problème, je vais venir vous aider, etc. Donc l'IA, elle vient en support de lutte contre la fraude, lutte contre la démarque, qui est quand même très importante ces derniers temps parce qu'il y a eu l'inflation, etc. Mais bref, et l'IA vient aussi, alors là on s'éloigne du paiement, mais elle vient aussi en accompagnement de l'encaissement pour reconnaître certains produits que le client ne saurait pas identifier. Enfin, quand un adhérent en magasin nous dit j'ai une très grande proportion de mes clients qui ne savent pas identifier un concombre d'une courgette, eh ben, c'est l'IA qui va le faire pour lui. Donc l'IA... là, j'ai vraiment besoin de boire, là. On en est là, quoi. Il y a beaucoup de clients qui ne savent pas identifier certains légumes, certains fruits, et donc l'intelligence artificielle va venir régler tout ça. C'est plutôt bien, puisque ça vient en secours de tout le monde, en fait. Donc c'est juste cet aspect-là qui n'a rien à voir avec le paiement, mais... Et après, tu posais ta question sous l'angle de projet. Donc moi, je crois la première fois qu'on est venu me pitcher une solution pour accepter des paiements en crypto, c'était en 2015, je crois, 2015 ou 2016.
Et clairement, cette année-là, c'était no way, ne serait-ce contexte réglementaire, volatilité très bas dans les. Clairement, ni à la Redoute, ni précédemment chez Mano Mano, c'est top of mind. Par contre, pareil, très curieux. Là, il y a une fenêtre différente qui s'ouvre. Et je pense très lié à l'essor des stablecoins. Aujourd'hui, c'est encore 10%, donc il y a encore. Mais je pense qu'autour de l'essor des stablecoins, il y a sans doute des projets, ces projets crypto qui, hormis dans des verticales très précises, avaient très peu de chances de vraiment arriver à une masse en e-commerce. Là, avec l'essor des stablecoins, je regarderai de beaucoup plus près. Et en tout cas, moi, je sais que c'était pas top of mind à la Redoute, ça l'était clairement pas chez Mano Mano, mais à suivre de très près. Et je pense que c'est un temps beaucoup plus intéressant qui s'ouvre. Vu qu'on est hors temps, je vais arrêter mes autres questions, mais juste rebondir sur la dernière que tu viens de faire, en fait, et vérifier, voir si vous avez un avis sur ce sujet stablecoin. C'est quelque chose top of mind ou pour l'instant on a autre chose à faire? C'est pas top of mind, mais il y a une fenêtre qui s'ouvre. Pour toi. Je demande aux autres. Bon. C'est très compliqué de répondre. Enfin, je ne sais pas trop comment être. Oui, si je dois être consensuel ou si je dois au contraire être complètement. Comme Philippe tout à l'heure. Ah non, je ferai jamais mieux. Je ferai jamais mieux que Philippe. Consensuel, je veux dire, on est peut-être qu'on est très cash et je pense que c'est la meilleure option. Alors, s'il faut être très cash, on va l'être. Notre métier, c'est un métier de quotidien, donc les stablecoins, l'euro numérique, tout ça, c'est très loin de nous et on va dire qu'est-ce qu'on est venu nous pondre ça, quoi. Parce que l'euro numérique, on n'a encore une fois rien demandé. Donc il faut regarder, forcément, parce que toutes les innovations, elles méritent d'être regardées. Pour autant, s'il y a bien un sujet qui fait consensus entre le monde du commerce et le monde de la banque, c'est bien celui-là. On ne voit pas en quoi ce mode de règlement vient répondre à un sujet préoccupant pour nous, puisqu'il y a déjà toute la palette des instruments de paiement répond aux usages quotidiens des Français. Donc ce truc-là, on ne va pas s'interdire de regarder, mais pour autant, on ne montre pas une appétence particulière. Si je reviens à mon sujet phare qui est le coût, comme on a vaguement entendu ce que ça coûterait pour un commerçant, c'est non en fait. Ok, mot de la fin, Émilie, même question sur le même sujet. Oui, c'est vous, non? Aujourd'hui, c'est pas notre priorité du moment. Et on regarde en veille, mais plutôt passive. Merci beaucoup. J'avais encore 2 pages de questions, on n'aura pas le temps, donc on continue autour du déj. Et puis une prochaine fois, vous pouvez les applaudir.